Donc, merci, Dr. Lucier, de m'avoir introduit. Donc, avant même de commencer, j'aimerais quand même faire une précision que mon travail est certainement facilité par la superbe équipe avec qui j'œuvre ici, incluant mes infirmières. Donc, vraiment, j'aimerais préciser que sans eux, on n'avance pas beaucoup plus dans notre pratique. Donc, aujourd'hui, je vais discuter surtout des infiltrations musculosquelettiques. En fait, c'est un terme assez large pour dire, comme Dr. Lucier l'a mentionné, mettre une aiguille un peu partout dans le corps. Mais principalement au niveau des différents sites qui sont les plus souvent symptomatiques, c'est les articulations, les bourses, les gaines synoviales, les tendons, les tunnels, les canaux et dans la région de la colonne, ce qu'on appelle l'espace épidural ou péridural. Habituellement, lorsqu'on fait une infiltration, on utilise en règle générale les mêmes produits à peu près dans tous les différents sites et c'est le plus souvent de la cortisone qu'on va utiliser. Mais la cortisone va être souvent utilisée en combinaison avec d'autres produits, incluant les anesthésiants locaux. Mais pour certaines articulations, on a des nouveaux éléments qui sont devenus de plus en plus intéressants et utiles dans la pratique, tels que l'acide hyaluronique, qui est, en d'autres termes, la viscosuppléance qu'on va utiliser pour certaines articulations arthrosiques, particulièrement le genou. Et de plus en plus, la médecine orthopédique s'intéresse au rôle des cellules souches et des plaquettes dans leur capacité à aider à diminuer l'inflammation, diminuer la progression de l'arthrose et régénérer certaines articulations en essayant de rechercher un petit peu la capacité même de notre corps de stimuler une guérison dans nos structures qui sont lésées. Donc, un petit résumé sur la cortisone. Qu'est-ce que c'est exactement? Ben, en fait, c'est un analogue synthétique d'une hormone que le corps sécrète naturellement, qui est le cortisol. Donc, le cortisol, c'est une hormone qui est sécrétée par nos glandes surrénales et pour lequel cette hormone-là a un rôle multiple. Donc, un des rôles, c'est le métabolisme des protéines, le métabolisme du glucose, mais l'intérêt pour nous, c'est son effet anti-inflammatoire. Donc, la cortisone a la capacité de diminuer la présence de certaines cellules inflammatoires dans les structures qui sont lésées, et ça peut diminuer également la réponse immunitaire sur ces structures-là. Donc, ça va agir sur les neutrophiles, les macrophages et les lymphocytes, qui sont différentes formes de cellules immunitaires. Donc, ça peut également avoir, lorsqu'on vise l'utilisation de la cortisone dans les articulations, un effet chondroprotecteur. Mais même cet aspect-là est un petit peu débattu. Il y a certaines études qui montrent en laboratoire qu'au contraire, ça pourrait potentiellement avoir un effet délétère à long terme, particulièrement les anesthésiants locaux. Et ça peut avoir un effet également sur ce qu'on appelle les nocicepteurs. Les nocicepteurs, c'est les récepteurs de douleur que l'on a de façon diffuse dans notre corps, dans toutes les structures de notre corps. Il y a présence de nocicepteurs, à part pour 2-3 petites structures, particulièrement le cerveau. Donc, l'objectif de la cortisone et des anesthésiants locaux, c'est de diminuer la réponse de ces nocicepteurs à des agents chimiques, donc les agents inflammatoires qui se retrouvent dans ces structures. La cortisone ne peut pas être utilisée à bon escient sur tous les patients pour toutes les conditions. Il y a quand même des contre-indications qui doivent être respectées et ici, je vous les présente. Donc, évidemment, s'il y a un processus infectieux, disons, on suspecte une arthrite septique dans une articulation, la dernière chose qu'on veut faire, c'est mettre de la cortisone dedans. Comme je l'ai mentionné préalablement, son effet, c'est de diminuer le système immunitaire. Et donc, si on a une infection, on veut que le système immunitaire soit présent pour combattre l'infection. Donc, c'est comme mettre de la poudre au feu, ça pourrait créer une aggravation de l'infection. Donc, c'est très important pour le médecin traitant d'être capable de différencier cette condition. Et dans certains cas, lorsqu'on suspecte une inflammation dans une articulation, c'est parfois plus important de faire une ponction et analyser le liquide pour savoir s'il y a une bactérie dedans ou non avant de procéder à une infiltration de cortisone. La peau. Toute injection qui est faite doit percer la peau pour se rendre à sa cible.
Et s'il y a une infection sur la peau, ben c'est certain qu'on ne veut pas mettre l'aiguille à travers cette infection-là. Ça pourrait traîner les bactéries de cette infection vers la structure qu'on cible. Une allergie à la cortisone, c'est théorique, c'est possible, ça a été documenté, mais c'est excessivement rare. Quelqu'un qui a un trouble important de coagulation. Ça, encore une fois, c'est un petit peu débattu avec les nouvelles règles dans la pratique d'aujourd'hui, mais certainement quelqu'un qui est hémophile ou autre aurait un grand risque de recevoir une injection dans une structure où potentiellement ça pourrait faire saigner. Et également, donc, une autre problématique, c'est les infiltrations répétées. Une structure qui reçoit des infiltrations de cortisone répétées peut se fragiliser au cours du temps. Les contre-indications relatives, ça veut dire, quand on parle de relatives, c'est plutôt à la discrétion du médecin en négociation avec son patient si on doit vraiment suivre ces décisions-là ou si on peut ajuster le tir. Ben, ça dépend. Un patient sous anticoagulant, il y a certaines circonstances où on peut quand même faire une injection. Plus récemment, on est de plus en plus à l'aise à faire des infiltrations chez les patients sous anticoagulants dans des grosses articulations comme l'épaule ou le genou et dans les petites articulations ou les tendons, sans trop vraiment avoir de risque que ça saigne dans l'articulation. Une infiltration sur une structure comme une prothèse, un matériel orthopédique déjà en place, normalement, c'est contre-indiqué, même de façon absolue. Mais il y a certains orthopédistes qui, dans certaines circonstances, vont l'autoriser. Mais c'est plutôt rare quand même. Encore une fois, par la peur de créer une infection locale. Quelqu'un qui a un diabète mal maîtrisé, on sait qu'un des effets secondaires de la cortisone, ça peut débalancer le diabète, donc il faut qu'il soit quand même assez bien contrôlé préalablement à la piqûre, et un saignement déjà présent dans une articulation. Donc, il y a quand même des effets secondaires à la cortisone qui peuvent survenir. Au niveau local, il pourrait y avoir une augmentation de la douleur temporaire par rapport à la suite de l'injection. Dans les chiffres, dans la littérature, on parle de 2 à 10% des cas, mais de mon expérience, c'est quand même relativement rare. Et souvent, ça peut être dû au fait que l'injection n'a pas été faite ou complétée dans la structure appropriée. Parfois, c'est dans les tissus autour que ça peut survenir. Et ça peut être dû aussi à une réaction aux agents conservateurs qu'on peut retrouver dans les anesthésiants. Ce qui est important pour nous en tant que médecins, c'est d'être capable de différencier cette réaction inflammatoire, qui est quand même banale, à une complication comme une infection locale, une arthrite septique, qui peut survenir après la ponction ou l'injection. Dans certains cas, si l'articulation ou le tendon est superficiel, la cortisone peut causer une atrophie de la peau. Ça peut faire changer la couleur de la peau. Ça peut causer une ecchymose ou un saignement local. Au niveau systémique, le terme systémique veut dire une réaction du corps en entier. Donc, il peut avoir, suite à une injection, une sensation de rougeur ou de chaleur, comme un coup de soleil sur le visage ou la poitrine, ce qu'on appelle du flushing. C'est habituellement limité dans le temps, 4-5 jours, et ça va disparaître spontanément. Débalancement de la glycémie. Chez les femmes, ça peut causer une irrégularité au niveau du cycle menstruel. Ça peut diminuer ce qu'on appelle la VS ou la CRP. Ce sont des marqueurs d'inflammation dans le corps. Et ça peut occasionner, dans certains cas, même des arthrites un peu plus inflammatoires. Dans des cas plutôt rares, ça peut causer des pancréatites qui peuvent donner donc des douleurs abdominales. Ça peut donner des nausées. Ça peut changer l'humeur. Donc, quelqu'un qui a une fragilité cognitive ou autre, dans certains cas, la cortisone peut causer une aggravation de cet état, peut causer un délirium. Ça peut causer, dans des cas très sévères, des myopathies. Ça, c'est un terme pour dire une faiblesse au niveau musculaire. Et ça peut également causer des cas plus graves comme des cataractes. Les complications majeures, ça peut être une rupture d'un tendon, d'où la raison qu'on a arrêté de faire des injections autour du tendon d'Achille ou tendon porteur. Il reste 1 minute. Oh, wow. OK. Donc, un petit résumé des effets. Donc, des petits exemples des infiltrations locales au niveau de l'épaule, au niveau du genou, au niveau du coude, au niveau du poignet. Donc, il y a évidemment beaucoup de littérature sur comment faire ces différentes techniques. Plus récemment, on tente de faire ces injections sous écoguidage. Donc, certains médecins vont vous proposer de le faire, votre infiltration, avec l'équipement d'échographie. L'objectif, c'est de vraiment visualiser l'aiguille, d'améliorer la précision
particulièrement pour des cibles profondes, pour des cibles qui sont difficiles à identifier. Et c'est aussi plus utile pour améliorer l'efficacité, particulièrement chez les patients chez qui on a tenté déjà des injections à l'aveugle et ça n'a pas marché, les patients plus corpulents. Et c'est aussi pour éviter l'irradiation, éviter d'utiliser la fluoroscopie pour identifier nos cibles. Juste rapidement, par rapport à l'efficacité, juste comme exemple, une bourse acromiale, donc une bursite de l'épaule, à l'aveugle, 63% de succès, qu'on ait l'aiguille à la bonne place, à l'échographie, 100%. Donc, c'est quand même une bonne différence. Un patient sur 3 qui pourrait ne pas avoir de soulagement parce que tout simplement l'aiguille n'était pas à la bonne place. J'allais mentionner un petit peu les infiltrations au niveau du rachis, qui est très, très fréquent en fait dans la douleur chronique. Mais je vais passer plus vite, juste pour vous donner une idée de ce qu'est l'espace épidural. Lorsque vous parlez d'une épidurale, c'est la zone dans laquelle on place notre médicament, qui est un espace virtuel entre l'os de la colonne et la moelle. Ça contient habituellement du gras des veines et c'est à côté des méninges nerveuses. Donc, c'est là où on va installer notre médicament pour agir sur l'inflammation des racines. Donc, on utilise également de la cortisone, différentes formulations, des anesthésiens locaux également. Donc, l'anesthésiant local va avoir un effet direct sur les nerfs pour stabiliser un petit peu l'effet de douleur, donc l'éruption des nerfs au niveau du message douloureux. Et la cortisone aura un effet anti-inflammatoire local. On utilise habituellement la fluoroscopie, qui est un équipement de radiologie pour cibler notre colonne, parce que, évidemment, comme je l'ai mentionné avec l'échographie, même les infiltrations dans la colonne peuvent ne pas être faites à la bonne place si on n'utilise que des repères anatomiques ou des repères à la palpation. Donc, dans près de 50% des épidurales lombaires, on peut ne pas être dans l'espace épidural si c'est fait à l'aveugle. Donc, il y a des risques aussi associés, des risques certainement plus important qu'une infiltration périphérique. Ça peut causer des douleurs lombaires, ça peut causer des céphalées, ce qu'on appelle des céphalées post-ponction, des nausées, vomissements, étourdissements, des chocs vagaux, réactions vasovagales. Évidemment, la cortisone peut avoir un effet de suppression sur l'axe hypothalamique, hypophysaire, donc en fait sur les hormones du corps et le système immunitaire. Dans les complications très rares, des méningites, des abcès au niveau de la colonne, des allergies et ou choc anaphylactique aux médicaments, et même des cas de paralysie ou de décès ont été quand même décrits dans certains cas. Mais évidemment, c'est des cas très, très rares qui sont juste rapportés dans la littérature. Donc, la technique que vous voyez à gauche, c'est une interlaminaire. C'est une technique que les anesthésistes vont souvent faire à l'aveugle. C'est ce qu'on fait à la femme enceinte. On avance l'aiguille jusqu'à qu'on perde une résistance et on injecte le médicament dans l'espace épidural. Sur l'image de droite, vous avez plutôt une image en radiologie d'une épidurale, ce qu'on appelle foraminale. Donc, c'est une épidurale où on met le médicament à côté de la racine nerveuse. Et l'image en noir que vous voyez, c'est la racine nerveuse qui est couverte du contraste de l'iode. Ça nous confirme qu'on est à la bonne place et par la suite, on injecte le médicament. Donc, ça, c'est la salle de scopie et d'infiltration qu'on a ici à la clinique. On est équipé avec l'échographie et la fluoroscopie qui nous permet d'offrir un grand éventail de techniques à notre clientèle. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dr. Benaïm. Donc, comme on le disait, on va garder les questions peut-être pour la fin, pour permettre à chacun de parler, de présenter. Donc, on va passer à Marie-Pierre Gervais, qui est physiothérapeute dans notre équipe à la clinique de la gestion de la douleur chronique. Donc, Marie-Pierre Gervais est physiothérapeute graduée en 2012 de la maîtrise de l'Université de Montréal. Puis, elle a travaillé 3 ans en clinique privée avec une clientèle orthopédique variée. Puis après ça, elle a décidé de s'orienter vers la santé des personnes âgées. Donc, elle travaille maintenant principalement à la clinique de douleur et à l'unité de réadaptation intensive auprès des personnes âgées qui présentent des problématiques variées. Puis, elle a par ailleurs développé des compétences transversales comme professeure de yoga depuis 2014. Puis, elle s'intéresse de près à la douleur persistante chez les aînés. Merci, Dr. Lucier.
Ça me fait vraiment plaisir d'être là. Merci d'être là aujourd'hui. Je suis là pour vous parler, en fait, du rôle de la physiothérapie dans la prise en charge de la douleur chronique. Est-ce que tout le monde m'entend bien en arrière? Oui, excellent. Alors, donc la physiothérapie, ça a pour but le rendement fonctionnel optimal de la personne dans un contexte de douleur ou dans un contexte autre. Donc, je vais passer rapidement sur les diapos où est-ce qu'il y a beaucoup d'informations, puis vous pouvez porter attention davantage à ce que je dis. De toute façon, les présentations, vous allez les recevoir là, par courriel si vous les demandez ou enfin, on va regarder ça après. Donc, la respiration, c'est très, 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 très important dans le cadre général de la vie ou dans le cadre de douleur, un et l'autre. En fait, la respiration, c'est une modalité qui est tellement importante pour traiter en fait la douleur ou simplement pour être présent. En fait, c'est tellement important qu'il faut parfois en prendre conscience. Donc, qu'est-ce que ça va faire pour vous dans le cadre d'une douleur? La respiration, c'est que ça va aller directement relâcher le système nerveux. Donc, la douleur, c'est modulé par le cerveau, la moelle épinière, les nerfs, tout ça. Puis, si vous dites à votre corps de respirer, ça va détendre les afflux qui peuvent créer de la douleur. Donc, vous pouvez jouer sur le volume de la douleur. Vous pouvez décider de monter ou de descendre le volume. Puis, la respiration, c'est un bon exemple de ça. Et en fait, on va le faire ensemble maintenant. Donc, vous allez placer une main sur votre poitrine, une main sur votre ventre, même les gens en avant. Puis, vous allez fermer les yeux. Puis, vous allez prendre conscience de votre respiration maintenant. Vous allez prendre conscience de l'air qui entre et qui sort. Prenez conscience de quelle main bouge davantage par rapport à l'autre. Est-ce que c'est la main près du ventre? Est-ce que c'est la main près de la poitrine? Puis ensemble, on va expirer. Donc, on va inspirer ensemble. Expirer. On va inspirer ensemble pour 1, 2, 3, 4. Expirer. 2, 3, 4. Inspirez. 2, 3, 4. Expirez. 2, 3, 4. Inspirez. 2, 3, 4. Expirez. 2, 3, 4. Encore pour 2 cycles. Inspirez. 2, 3, 4. Expirez. 2, 3, 4. Inspirez. 2, 3, 4. Expirez. 2, 3, 4. Vous pouvez ensuite enlever lentement les mains de votre corps et voyez déjà l'effet. La respiration sur le corps, ça ne change pas nécessairement qu'il reste de la douleur, mais ça change l'espace autour de ce qu'on vit présentement. Ça va changer votre vie si vous commencez à respirer comme ça, un peu à tous les jours. La relaxation, ça peut être les exercices de Jacobson. Donc, les exercices de Jacobson, tout simplement, c'est d'induire une tension musculaire puis de relâcher. Fait qu'on va le faire ensemble aussi. Maintenant, on peut prendre nos poings. On va serrer, 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 relâcher. Puis quand vous serrez, vous inspirez. Inspirez, serrez, 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 relâchez. On va aller porter nos épaules près des oreilles. On va soulever et relâcher. Soulever puis relâcher. Puis là, on va tout contracter le haut du corps en même temps, même les fesses, même les jambes. On va serrer, on va faire des grimaces. On va serrer, 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 serrer. Relâcher. Encore pour 2. On inspire, on contracte, on contracte, on contracte, on contracte, on contracte. Et on relâche. Et avec mes panélistes en avant, on contracte, on contracte, on contracte, on contracte, on contracte. Et on relâche. On n'est pas obligé de se prendre au sérieux, vous savez. Les automassages, ça, c'est super important aussi. Donc, présentement, vous pouvez prendre votre main droite,
venir masser la nuque si vous avez mal au cou. Des techniques efficaces de gestion de douleur, hein, les bras, les mains, de l'autre côté. Vous pouvez être autonome. C'est un peu gênant devant les gens de se masser. Bref. Les exercices d'assouplissement, en fait, ça va induire un bien-être général au corps aussi. Si vous voulez essayer présentement, en étant assis, tout simplement, ceux qui peuvent, venir comme se faire un genre de câlin, puis comme laisser descendre la nuque, laisser pencher la tête, puis relâcher les muscles entre les épaules pour mes prochains panélistes aussi, là. Laissez relâcher les tensions. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. On peut aussi faire simplement des petites rotations de la tête, hein, avec la respiration. Donc, les assouplissements, c'est utile pour relâcher les tensions musculaires dans la respiration, puis détendre le corps. Mais c'est pas parce que je masse mes trapèzes que je vais arrêter d'avoir de la douleur. Il faut aussi que je sois fort. Donc, j'ai besoin d'avoir des exercices de renforcement pour que mes articulations soient solides, pour que je prévienne mon risque de chute, parce que tomber, c'est pas drôle, se faire des fractures, c'est comme pire que la douleur. Donc, on veut vraiment avoir des muscles réactifs qui protègent le corps. En étant assis, simplement, si vous faites juste monter les épaules, puis redescendre les épaules lentement, ça fait du renforcement musculaire de trapèze. Hein, tout simplement. Comme ça ici. Puis vous pouvez en faire pour 30 répétitions, puis ça va renforcer les trapèzes, ça va solidifier votre nuque. Un autre exercice très simple, ce serait des assis debout. Vous pourriez, si vous voulez, mais avec les chaises qu'on a, c'est plus ou moins évident présentement. Là, je vous l'aurais fait faire, mais tout simplement faire des assis debout, ça fait des jambes, ça fait des muscles de jambes, ça prévient les chutes. Donc, des squats, mais des squats simples, c'est toutes des bonnes choses. Des exemples ici là, d'exercices simples à faire pour le renforcement. Parce que des articulations fortes sont des articulations avec moins de douleur. Le cardiovasculaire, c'est non négligeable. Ça va libérer des endorphines endogènes dans votre corps. Donc, les médicaments que vous prenez contre la douleur, vous pouvez générer ces molécules-là par votre propre corps juste parce que vous bougez. Donc, en fait, vous allez sécréter des endorphines, ça va réussir à diminuer votre douleur, en fait, si vous bougez par vous-même. Puis, vraiment, le message de ma présentation, c'est l'importance de bouger même si on a de la douleur. Puis, il faut y aller de façon graduelle. Puis ça va vous donner, en fait, plus d'estime de vous-même, un sentiment de réussite, quelque chose de graduel dans lequel travailler pour devenir de mieux en mieux. Donc, des programmes de marche graduelle, 5 minutes, le lendemain 6 minutes, le lendemain 7 minutes. Ça va vous aider, dans le fond, à promouvoir une meilleure santé physique. Puis si, mettons, Dr Benaïm s'entraîne 150 minutes par semaine en exercice cardio-respiratoire. Donc, il fait du 15 minutes, mettons, par jour, presque tous les jours de la semaine, puis que moi, j'en fais pas. Bien, lui, il a 40 % moins de chances de relative de mourir maintenant que moi. Par exemple, c'est réel. Pourquoi? C'est parce que si je fais de l'activité physique, je vais prévenir le risque d'apparition du diabète, de l'hypertension, puis c'est ça qui tue, finalement. Donc, vous repoussez les causes de la mort. Vous avez une vie en santé plus longtemps. Donc, l'exercice cardiovasculaire, c'est non négligeable. C'est difficile de bouger quand on a de la douleur, mais c'est là qu'on entre en jeu, dans le fond, pour aller chercher un programme d'exercice graduel qui correspond à vos besoins dans le cadre de l'activité physique générale. Donc, le message vraiment pour moi, c'est vraiment de bouger. Si pour vous, bouger, c'est des petits exercices sur chaise ou c'est d'aller prendre une marche, tout ça, c'est bon. C'est vraiment le message à retenir là, de la présentation. Puis les techniques, dans le fond, qu'on a vues, on a vu les techniques d'automassage, on a vu les techniques de respiration, on a vu les techniques de renforcement, l'importance de bouger, de faire du cardio-respiratoire en piscine, dehors, le vélo, tout ça. Donc voilà, c'était mon message de l'importance de bouger. Merci beaucoup. Donc, on n'a pas bougé beaucoup, on a relaxé, mais on n'a pas bougé beaucoup. Il faudra bouger après. Donc, on passe de la physiothérapie à l'ergothérapie. L'ergothérapie, c'est
la sœur moins bien connue un peu de la physiothérapie. J'espère que Camille va nous en expliquer un peu plus qu'est-ce que c'est. Donc, Camille Sarimano-Kouglou, qui est ergothérapeute à l'Institut de gériatrie de Montréal, qui a complété ses études en ergothérapie à la maîtrise à l'Université de Montréal en septembre 2012. Donc, il est tout jeune. Il a débuté sa carrière à l'Institut de gériatrie. Il travaille auprès des personnes âgées qui ont des problématiques diverses à l'unité de réadaptation intensive puis à la clinique de la douleur. Oui, je vais m'en occuper. Donc, merci, Dr. Lucier. Merci, cher public, d'être ici en si grand nombre. Puis, merci, Marie-Pierre. Ça fait du bien, avant de présenter, de relaxer un petit peu. Donc, merci. Donc, je suis ergothérapeute. Donc, aujourd'hui, les objectifs de ma présentation, c'est que vous compreniez le rôle de l'ergothérapeute dans la gestion de la douleur et de prendre connaissance des types d'interventions recommandées en ergothérapie pour mieux gérer la douleur dans le quotidien. Donc, c'est quoi l'ergothérapie? Donc, l'ergothérapeute va s'intéresser à la personne, donc ses habiletés physiques, intellectuelles, ses habitudes de vie et comportements. Il va s'intéresser également de l'environnement de la personne, donc l'environnement physique, donc par exemple son domicile, puis l'environnement social, donc son entourage. Donc, les objectifs spécifiques en ergothérapie, c'est d'optimiser l'autonomie de la personne dans la réalisation de ses activités au quotidien. Par exemple, pour se laver, s'habiller, se préparer un repas, etc. Donc, toutes les activités possibles qu'une personne peut réaliser dans la journée. Donc, c'est sur cette activité-là que l'ergothérapeute va s'intéresser. Et puis, il va tenir toujours compte aussi de la sécurité et du confort de la personne pour permettre une meilleure qualité de vie. Comme autre objectif aussi, c'est d'améliorer l'estime de soi du client et le sentiment de contrôle sur sa vie. Donc, je vais vous présenter l'histoire d'une dame pour, par la suite, vous montrer concrètement comment est-ce qu'un ergothérapeute peut aider une personne qui souffre d'une douleur chronique. Donc, c'est l'histoire de Madame Gemal, âgée de 84 ans, vit seule dans un appartement avec ascenseur au 4e étage. Elle ne sort presque plus de la maison en raison de douleurs généralisées, mais plus importantes au bas du dos. Elle préfère rester assise durant une grande partie de la journée par crainte d'engendrer une douleur au dos. Elle se sent isolée et se dit déprimée. Il y a quelques années, Madame prenait des marches dans un parc proche de chez elle, mais a cessé cette activité. Actuellement, Madame prend des analgésiques pour soulager sa douleur, mais selon elle, les médicaments ne la soulagent pas toujours. Elle est autonome avec difficulté pour l'habillage à cause d'une douleur chronique à l'épaule gauche. Lorsqu'elle échappe un objet au sol, elle se penche vers l'avant en position debout en courbant son dos. Okay. Elle se plaint de douleurs également au dos lorsqu'elle tente de se lever de la toilette et du lit. De plus, elle se lave au lavabo car elle évite la baignoire par peur de tomber et d'aggraver sa douleur au bas du dos. Elle est autonome pour cuisiner, mais a souvent mal au dos après cette activité. En général, elle reste en position debout pendant 45 minutes consécutives lorsqu'elle réalise cette activité. Donc, problème numéro 1. Madame Gemal a cessé la marche et ne sort plus de chez elle. Donc, comme ergothérapeute, je vais fortement encourager Madame à réaliser des activités qui lui sont significatives. Donc, en réalisant une activité qui est significative et une activité qui est plaisante, l'attention va être mise sur l'activité plutôt que la douleur. De plus, le fait de rester active va permettre de briser le cercle vicieux de la douleur. C'est comme Marie-Pierre a mentionné tout à l'heure, c'est important de bouger. Donc, parce que les gens vont avoir tendance à ne pas bouger pour ne pas avoir mal. Mais en restant inactive, le corps devient plus faible et là, ça fait que la douleur augmente encore plus. Donc, c'est bien important de rester active. Et c'est une dame qui aimait prendre des marches, donc pourquoi ne pas continuer de prendre des marches?
tout en respectant également ses limites. Puis, on voit aussi également, en cessant cette activité-là, elle se sent déprimée. Donc, encore une raison pourquoi il faut qu'elle continue à faire cette activité-là. Problème numéro 2. Madame Gemal a de la difficulté à s'habiller en raison de la douleur à l'épaule gauche. Comme ergothérapeute, on va souvent utiliser notre créativité aussi pour modifier une activité, c'est-à-dire faire les choses différemment. Comme par exemple, pour elle, vu qu'elle a la difficulté à s'habiller en raison de la douleur gauche, de l'épaule gauche, bien, on va lui suggérer de commencer à enfiler le membre le plus faible en premier, puis pour retirer la veste, par exemple, commencer par le membre non atteint. Ce que je veux dire par là, par exemple, la personne qui met sa veste, s'il commence à mettre avec le membre qui est sain, qui n'est pas blessé, bien, c'est beaucoup plus difficile d'aller chercher derrière le dos lorsque cette épaule-là ne fonctionne pas bien. Tandis que si on commence par le membre sain, l'autre bras, il est très fonctionnel, donc c'est beaucoup plus facile d'aller chercher l'autre manche. Problème numéro 3. Madame Gemal a tendance à rester debout pendant 45 minutes à la cuisine. Comme ergothérapeute, souvent, on va beaucoup parler des principes de conservation d'énergie. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est par exemple, des exemples qu'on pourrait recommander à Madame Gemal, c'est de répartir les périodes de repos dans la journée. C'est-à-dire d'éviter de faire toutes les activités, disons, durant l'avant-midi, et la personne est tellement fatiguée et il y a tellement de douleur à cause qu'il a forcé qu'elle ne peut pas poursuivre le restant des activités au courant de la journée. Donc, c'est bien important de faire des activités et de respecter ses limites et de prendre des pauses. Comme par exemple, lorsque quelqu'un fait une activité de 45 minutes, de prendre au moins une pause de 20 minutes avant de faire une autre activité. Puis aussi, notre principe de conservation d'énergie, c'est d'opter la position assise pour réaliser certaines tâches. Par exemple, si madame est dans la cuisine, par exemple, couper les légumes, elle peut très bien le faire en position assise. Donc, elle n'a pas besoin de rester debout pendant 45 minutes et d'augmenter la douleur au niveau du dos. Problème numéro 4. Madame Gemal se penche vers l'avant en position debout en courbant le dos pour ramasser un objet au sol. Et ça, c'est vraiment très grave pour le dos. Donc, c'est un stress pour le dos. Donc, comme ergothérapeute, on va souvent faire des recommandations pour adopter une bonne hygiène posturale. Ça veut dire de garder le dos en santé et éviter la douleur. Donc, comme principe, je vais souvent recommander de garder les objets proches de son corps pour ne pas créer un stress pour le dos quand vous tenez un objet dans les mains. Donc, toujours garder l'objet proche du corps. Et aussi, ce qu'on recommande, c'est de plier les genoux et de garder le dos bien droit lorsque vous allez pencher pour aller chercher un objet. C'est sûr que des fois, des gens, ils ne sont pas capables de plier les genoux, peut-être à cause de l'arthrose. Mais dans ce cas-là, comme ergothérapeute, je peux recommander comme une aide technique, comme une pince à long manche. Je ne sais pas si tout le monde le connaît. Donc, ça peut être très bien utilisé pour ramasser des objets au sol. Problème numéro 5. Madame Gemal se plaint de douleurs au dos lorsqu'elle tente de se lever de la toilette et du lit. Elle se lave au lavabo car elle évite la baignoire par peur de tomber et d'aggraver sa douleur au bas du dos. Donc, une autre type d'intervention, c'est la recommandation d'aide technique, donc d'équipement pour faciliter le quotidien de la personne, de compenser des difficultés. Donc, par exemple, pour Madame Gemal, on pourrait très bien recommander un banc de transfert. Donc, comment ça fonctionne? La personne va s'asseoir au bord du banc et il va tourner légèrement. Donc, il va réaliser le transfert pour aller à l'intérieur de la baignoire en position assise. Donc, pourquoi je recommanderais cette technique-là pour cette dame-là? Premièrement, elle a très peur de tomber, très peur de chuter. Donc, en faisant le transfert avec un banc de transfert, bien, ça va lui donner confiance, avoir moins peur. Puis, c'est une dame aussi, si elle a des troubles d'équilibre,
et qu'elle n'est pas capable de réaliser le transfert en position debout malgré l'ajout de barre d'appui, mais ça serait une option pour elle. Également, pour madame, vu qu'elle a la difficulté à passer de la position couchée à assise, ben, on peut ajouter comme une barre, on appelle ça une demi-ridelle, à un lit standard. On peut facilement le faire glisser en dessous d'un lit standard. Puis ça pourrait aider madame à réaliser de passer de la position couchée à assise avec moins d'effort et créer moins de douleur au niveau du dos. Finalement, comme technique, vu qu'elle avait aussi de la douleur lorsqu'elle s'assoit et se lève d'un siège de toilette, bien, il existe des sièges surélevés pour la toilette. Puis il existe différents modèles, différentes épaisseurs. Il peut y avoir des appuis-bras ou sans appuis-bras, tout dépendamment des besoins de la personne. Donc, en conclusion, pour une bonne gestion de la douleur, les médicaments peuvent être efficaces. Mais ce n'est pas tout. Il faut également adopter des bonnes habitudes de vie et adopter des comportements qui sont sécuritaires. Puis, les recommandations mentionnées dans cette présentation ne sont que quelques exemples. Donc, il en existe plusieurs autres, mais je voulais quand même vous illustrer un peu les différents types d'interventions qu'un ergothérapeute peut donner à un client qui souffre de la douleur. Donc, un ergothérapeute comme moi pourrait vous aider à trouver des solutions simples et facilement applicables pour gérer la douleur dans les activités de tous les jours. Merci pour votre écoute. Merci beaucoup. Donc, plusieurs petits trucs pratiques pour aider Mme Gemal, pour que Mme Gemal s'appelle Mme J'ai pas mal. Donc, lorsqu'elle va se marier, elle va s'appeler Mme Je n'ai pas mal. Oui, c'est ça. Elle va se marier avec Monsieur J'ai pas mal, peut-être. OK. Donc, c'était aussi loin que je pouvais aller en humour. Donc, après cet intervalle festival Juste pour rire, on va passer à Dr. Béatrice Meillat-Constant, qui est psychologue, neuropsychologue qui est formée en pleine conscience. Donc, Dr. Meillat œuvre en tant que neuropsychologue clinicienne depuis plus de 8 ans auprès d'une clientèle âgée. Puis elle connaît bien les effets que la douleur chronique peut avoir autant sur la mémoire, l'humeur, puis la qualité de vie des aînés. Donc, elle pratique régulièrement la méditation, puis elle a un intérêt pour les interventions qui visent une meilleure gestion de la douleur chronique. Puis elle a poursuivi une formation en méditation pleine conscience pour pouvoir offrir à sa clientèle de l'Institut de gériatrie un outil unique qui est un complément au traitement en clinique interdisciplinaire. Donc, c'est quelque chose qu'on va commencer à offrir ici à la clinique de la douleur assez prochainement, la méditation de pleine conscience. Et Dr. Meillat a suivi une formation pour le faire. Et quelque chose qui m'a beaucoup impressionné, c'est qu'elle a suivi au début, il y avait une retraite où, pour être éligible à la formation, il devait faire une retraite de silence qui durait 5 jours ou quelque chose comme ça, où ils devaient aller manger ensemble et tout sans parler pendant 5 jours. Donc, seulement pour ça, elle a toute mon admiration. Mais maintenant, elle a le droit de parler parce que sa retraite est terminée, donc elle va pouvoir venir nous parler. Mais merci beaucoup pour l'introduction, Dr. Lucier, pour l'invitation. En fait, c'était 10 jours, pas 5 jours. Ça, donc, je suis très contente aujourd'hui de pouvoir vous parler, justement. Merci beaucoup de votre présence. Et je vais vous parler donc des apports de la méditation pleine conscience, de la méditation pleine conscience dans la prise en charge de la douleur. Juste avant de commencer mon exposé, j'aimerais demander votre participation et vous demander de me dire dans les diapositives suivantes laquelle est l'image qui représente le mieux quelqu'un qui serait en train de méditer en pleine conscience d'après vous. A ou B? Okay. A ou B? Okay. Très bien. A ou B? A ou B? OK. A ou B? On espère que B. A ou B? Dernière. Bon.
Et si maintenant, je vous disais que la pleine conscience signifie de faire attention délibérément au moment présent, tel qu'il se déroule sans jugement des valeurs. Est-ce que ça vous ferait changer vos réponses? OK, donc faire attention délibérément au moment présent, sans jugement des valeurs. Donc oui, en effet, ces principes peuvent s'appliquer autant dans les pratiques formelles, comme celles qu'on voit, les photos à droite, que lors d'activités de la vie de tous les jours, comme préparer les repas, prendre une marche, et même pendant un moment très particulier qui est une prise de sang. Donc on ressent une douleur aiguë, mais aussi pour la douleur chronique. Alors pourquoi pratiquer la pleine conscience? En effet, il y a multiples bienfaits qui sont rapportés dans la littérature sur les plans psycho-affectifs. Je vais souligner ici une diminution des symptômes dépressifs et d'anxiété qu'on connaît, qui accompagnent souvent la douleur chronique. Sur les plans cognitifs, il y a également multiples bienfaits. Ici, je vais souligner un meilleur contrôle de l'attention. On va voir un petit peu plus tard pourquoi c'est important pour la prise en charge de la douleur. Sur le plan physique aussi, on constate des diminutions des symptômes de différentes maladies, comme par exemple la fibromyalgie, l'arthrite rhumatoïde, les syndromes des colonnes irritables et autres. On remarque aussi une augmentation de la tolérance à la douleur et par le fait même une diminution de l'utilisation des médicaments. Il est connu aussi dans la littérature scientifique maintenant qu'il y a aussi des changements cérébraux associés à la pratique de la pleine conscience. Il y a une différence des volumes, donc il y a certaines régions cérébrales qui augmentent des volumes et aussi qui peuvent changer leur fonctionnement. On voit, je vais souligner ici surtout les changements dans les régions du contrôle de l'attention et des changements dans les régions associées à la douleur. Je vais vous parler ici les résultats d'une étude où, après un entraînement très bref, d'après juste 4 séances de méditation, 20 minutes chaque séance, on voit déjà des changements dans le cerveau. Les participants qui rapportaient une augmentation de la tolérance à la douleur avaient en même temps une augmentation de l'activité cérébrale dans 2 régions ici, donc les cortex singulaire antérieur et ici l'insula intérieur. Ce sont 2 régions qui sont impliquées dans l'évaluation de la douleur, dont une aussi dans les contrôles attentionnels. Les participants qui remarquaient une diminution de l'aspect désagréable de la douleur, donc plus la tonalité affective, avaient en même temps une augmentation des activités au niveau du cortex orbitofrontal, donc cette région du cerveau ici, qui est associée à une régulation de nos réponses émotionnelles selon les contextes où on se trouve, donc une évaluation aussi. Puis, il y avait par contre une diminution, ici on le voit en couleur plus pâle, d'une région cérébrale, le thalamus, qui est en charge du traitement de l'information sensorielle. Donc, on sait que ces 2 régions, elles se parlent beaucoup et c'est comme si cette région disait à l'autre, OK, pas besoin de s'exciter très beaucoup, il n'y a rien de grave, on est dans un contexte de recherche, la douleur qu'on ressent, c'est pas grave. Donc, on voit une interaction dans ces 2 régions-là. Alors, comment ça s'est fait? Pour comprendre la situation, il faut savoir que, mis à part la composante physique, donc les sensations plus sensorielles et plus brutes de la douleur, l'expérience de la douleur a une composante qui est hautement subjective et qui comporte des dimensions perceptuelles, émotionnelles, cognitives, évaluatives et communicatives. Donc, on sait qu'il y a une importante interaction entre des facteurs physiologiques et psychologiques. Ça fait qu'il y a une grande variété par rapport à l'expérience entre différentes personnes quant à la douleur. Et c'est justement l'intervention sur cet aspect, cette composante subjective qui est à la base de la pleine conscience.
Comment exactement? Quand on ressent de la douleur, l'attention tend à se contracter. Les champs d'attention se rétrécissent et on porte attention à la douleur. Mais dans la douleur chronique, ce qui peut arriver, c'est que l'attention peut être figée. On pourrait décrire ça comme ça. Et donc, elle est tout le temps en train de porter attention à la douleur, justement. Avec la pleine conscience, on a deux types d'entraînement de l'attention. Le premier, c'est l'attention focalisée, où on choisit un objet de concentration, par exemple la respiration, et on focalise notre attention sur cet objet-là. À chaque fois que notre esprit vagabonde, pense au passé ou au futur, doucement, on invite l'attention à se concentrer sur la respiration. C'est pour ça qu'on l'appelle focaliser. Il y a un autre type d'entraînement aussi dans la pleine conscience, qui c'est la surveillance ouverte. Cela implique qu'on est capable d'ouvrir ces champs attentionnels pour englober l'expérience au complet du moment présent. Donc finalement, tout ce qui survient au moment présent est perçu dans les champs de conscience. Et avec ça, on gagne une flexibilité de l'attention. Donc on se rappelle, dans la douleur, l'attention est rétrécie. Là, on va gagner une flexibilité. C'est comme une danse qu'on va être capable de faire. Et si on a un petit peu de temps, je vais vous proposer une petite pratique à la fin d'attention focalisée. Alors, à part l'entraînement de l'attention, on travaille aussi beaucoup les attitudes, donc on les pratique. Donc les non-jugements que j'ai mentionnés au début, la curiosité, la patience, le lâcher-prise et l'acceptation. Cela nous amène à avoir une relation différente avec la douleur. Acceptation dans un contexte de douleur chronique implique de se permettre de ressentir les sensations douloureuses, mais sans y ajouter de la souffrance, donc sans ajouter les pensées et les émotions négatives. On sait, selon les études scientifiques, qu'une plus grande acceptation de la douleur va nous amener ou être associée à une meilleure qualité de vie, ainsi qu'à une diminution des symptômes anxio-dépressifs. En conclusion, la douleur est une expérience hautement subjective qui comporte des dimensions sensorielles, perceptuelles, émotionnelles et cognitives évaluatives. La pleine conscience modifie notre relation avec la douleur et favorise l'acceptation, ce qui peut améliorer la qualité de vie. Et enfin, la pleine conscience favorise également un meilleur contrôle de l'attention, ce qui peut avoir un effet analgésique. Alors maintenant, je pense que j'ai quelques... Oui, c'est ça. Pour faire une courte pratique d'attention focalisée. Alors, comme on aime bien vous faire respirer, c'est ça qu'on va faire. Donc, on va choisir comme centre de l'attention la respiration. À différence de l'exercice de Marie-Pierre, cette fois-ci, on fait changer rien de notre respiration. Donc, on va juste tout simplement inviter notre attention à la focaliser telle qu'elle est. Donc, je vais vous demander pour ça d'avoir une position confortable, peut-être le dos droit sans que ça soit rigide, les mains peuvent être sur les jambes ou l'une sur l'autre, les pieds bien supportés sur les planchers. Vous pouvez fermer les yeux doucement ou avoir un regard vers le bas fixe. Et tranquillement, je vais vous demander d'inviter votre attention à se focaliser sur les sensations reliées à la respiration. De temps en autre, vous allez noter peut-être que votre esprit vagabonde. Du moment précis où vous vous rendez compte de cela, invitez à nouveau à votre attention à se focaliser sur la respiration.
Ressentez maintenant la sensation plus générale du mouvement de la respiration dans votre corps. Et quand vous êtes prêt, vous pouvez ouvrir vos yeux. Remarquez maintenant dans quel état vous êtes après cette petite pratique. Peut-être plus léger, plus alerte pour la prochaine présentatrice. Merci. Merci beaucoup. J'espère que personne ne s'est endormi durant la respiration. Je dois vous dire qu'on a commencé l'équipe de la clinique avec Dr. Meillat à faire de la méditation pleine conscience une fois par semaine. Je ne suis pas un très bon élève parce que j'ai manqué aujourd'hui, mais j'ai manqué 1 sur 2. Je pense que je ne vais pas passer le cours, mais c'est un exercice qui est très intéressant, qui n'est pas facile pour des gens qui, des fois, quand on est toujours stimulé et tout, là, puis de rester vraiment concentré, puis même après seulement un cours, moi, j'ai trouvé que ça avait changé déjà ma façon d'agir. J'essaie toujours d'être en pleine conscience durant toute ma vie. Pas toute ma vie, en tout cas. Donc, on avait un exercice de manger en pleine conscience. Donc, mon bébé s'est étouffé, mais c'est pas grave. J'étais concentré sur mes céréales. Donc, voilà. Je caricature, évidemment. Donc, c'est bien, on a les capsules juste pour rire entre les présentations. Donc, on va maintenant passer à Mme Annie Courtecuisse, qui est professeure de yoga. Puis, de plusieurs années, Mme Courtecuisse est professeure de yoga à la clinique de la gestion de la douleur de l'Institut de gériatrie et de l'Hôtel-Dieu, mais aussi de yoga sur chaise pour le Centre Avantage. Elle y enseigne le yoga avec douceur et compassion, persuadée que le yoga est accessible à tous, quel que soit l'âge et l'état de santé. Puis sa méthode permet aux personnes en souffrance physique et mentale de gérer leur douleur chronique et de trouver le chemin vers le mieux-être. Donc, je dois dire que ce que Mme Courtecuisse fait depuis quelques années à la clinique de la douleur, c'est très, très apprécié. Puis on a eu des résultats assez impressionnants de bien-être et de satisfaction là, chez les gens qui le suivent. Et aussi, j'ai été assez impressionné de voir toute la recherche, toutes les évidences qu'il y a derrière ça. Donc, Mme Courtecuisse. Ok. Bonjour, merci Monsieur Lussier pour ce que vous venez de dire. Je suis très touchée. Et puis merci à tous d'être là. Je reconnais beaucoup de mes élèves. Ça me fait plaisir que vous soyez là pour cette présentation. Alors, yoga et douleurs chroniques. Effectivement, on a commencé en 2012 avec une toute petite classe de 4 élèves. Et ça fait maintenant presque 5 ans que certains élèves viennent toutes les semaines pour la pratique de leur yoga. Alors, le yoga est une pratique, donc il faut beaucoup de persévérance, de régularité. Et on est maintenant, je crois, à 3 classes de 8 personnes, plus au Centre Avantage. Pour les personnes, tout le monde peut venir faire du yoga au Centre Avantage. Alors, le yoga peut-il soulager les patients souffrant de douleurs chroniques? Quand les élèves arrivent dans ma classe, je leur dis 2 choses. Une mauvaise nouvelle, le yoga ne va pas vous guérir. Par contre, une bonne nouvelle, le yoga va vous aider à reprendre le pouvoir sur votre santé. C'est-à-dire, peut-être, à mieux vivre avec votre douleur chronique, apprendre à vivre avec elle. Comment? Certainement par une meilleure connaissance de soi. À la fois être dans l'acceptation de ses faiblesses, de ses fragilités, disons, être complètement dans la réalité de ce qui se passe là, à ce moment précis. Comment je suis, comment est mon corps, quelles sont mes douleurs. Au lieu de fuir la douleur, je rejoins un petit peu ce que l'on a dit avec la pleine conscience, on en est là, la douleur est là, on essaye de vivre avec elle le mieux possible. Souvent, l'acceptation, l'accueil des fragilités, des douleurs, la douleur étant une sensation,
permet de retrouver une force que l'on a oubliée. Je dois dire que moi, quand j'ai des élèves qui me disent « Ah, mais Annie, mais je croyais que je ne pouvais pas faire ça, puis finalement, je peux le faire », pour moi, c'est vraiment énorme. Parce que le fait d'être dans l'acceptation de ce que l'on est, de sa réalité du moment, permet peut-être de trouver qu'il y a une force à laquelle on ne pensait pas. Il y a toujours une partie, finalement, du corps qui n'est pas en douleur. Puis on essaye d'aller se connecter avec cette partie du corps de façon à aller un petit peu se nourrir dans cette partie du corps et puis se reconnecter avec elle, sans refuser la douleur, puisque la douleur est là. Alors bien sûr, le yoga est une pratique complémentaire à tout traitement médical. Je dis toujours à mes élèves, surtout suivez vos thérapeutes. Il n'est pas question, par exemple, d'arrêter un médicament en pensant que le yoga va faire comme un miracle. Donc, ça arrive quelquefois qu'il y ait des baisses de médication. Je l'ai déjà vu, mais évidemment, les élèves de yoga doivent faire ça en accord avec leur médecin, leur thérapeute. Alors, qu'est-ce que le yoga finalement? Pour moi, le yoga, c'est une boîte à outils. Je présente des outils aux élèves. Chaque élève va trouver l'outil qui va être bon pour lui. Donc, je vais vous présenter les outils du yoga après. Mais finalement, faire du yoga, c'est reprendre le pouvoir sur sa santé. Au lieu d'attendre que ce soit les autres qui fassent le travail, c'est à l'élève de yoga à faire le travail et à trouver le bon outil pour lui et apprendre à s'en servir, non seulement dans les classes, mais aussi dans leur quotidien. Alors, la pratique, les outils du yoga, si on peut dire. Tout d'abord, l'énergie du groupe. De plus en plus, je crois en l'énergie du groupe. Les élèves qui se retrouvent dans mes classes me le disent. Oui, là, on peut parler, on n'est pas jugé, on peut dire qu'on a mal, on se comprend, on est tous un petit peu dans la même galère. Donc, je tiens beaucoup à chaque fois au partage, à l'échange. Et je me rends compte que finalement, c'est une grosse étape vers le chemin. Je n'aime pas le terme guérison, mais disons vers le chemin d'un mieux-être. Alors, une bonne posture, Camille en a parlé tout à l'heure, je rejoins tout à fait l'importance de la posture, une belle posture assise, une belle posture debout, et non seulement pendant la classe, quelquefois je dis à mes élèves, je radote, parce que je répète toujours la même chose au niveau de la posture, mais la posture est vraiment essentielle. S'il y a une bonne posture, on respire mieux, on a moins de compression, on a moins de douleur, tout va déjà mieux. Et beaucoup d'élèves se rendent compte que grâce à la posture, déjà, certaines petites douleurs diminuent. Après, relaxation et méditation, donc on rejoint la pleine conscience. Les élèves que je connais qui sont ici dans la salle savent que en début de classe, en fin de classe, on aborde la pleine conscience tranquillement, de façon à être dans le moment présent, se connecter avec la respiration, ce que vous avez fait tout à l'heure. Ça, c'est quelque chose qui est essentiel aussi dans le début et à la fin de la classe de yoga, pour vraiment commencer la classe de yoga détendue et puis à la fin de la classe de yoga, profiter pleinement de la pratique. Alors la respiration, Marie-Pierre l'a abordée, je suis complètement, on sent le prof de yoga en Marie-Pierre, hein, tout ce qu'elle vous a dit là vraiment, c'est vraiment très yogique. Hein. On respire tous là parce qu'on est vivant, mais la plupart du temps, on n'a pas conscience que l'on respire. La première étape, la respiration consciente. C'est tout simple, mais il suffit d'y penser. Je respire et je sais que je respire. Après, on va vers les pranayamas, les techniques respiratoires. Il y a des tas de techniques respiratoires, et puis chaque technique respiratoire va apporter quelque chose de différent. Ça peut donner de l'énergie, ça peut relaxer. On travaille également en visualisant la douleur avec la respiration. Il y a plein de techniques, et je me rends compte que finalement, dans mes élèves, beaucoup d'élèves ont leur pranayama, leur exercice respiratoire, celui qui leur fait de l'effet à eux. Donc finalement, c'est toujours l'histoire que c'est un outil et que c'est à l'élève d'utiliser son outil. À chaque classe, on fait des exercices articulaires. Bon, vous savez l'importance des articulations. Marie-Pierre, je crois, l'a dit, il faut bouger. Hein, elle vous a bien expliqué, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Mais
on fait bouger chaque articulation pour la lubrifier, pour gagner en mobilité et pour gagner en souplesse. La merveilleuse salutation au soleil. Je sais qu'il y a des adeptes dans la classe. Pour moi, c'est un incontournable. C'est une belle façon d'énergiser le corps, de faire travailler tout le corps, les articulations, les muscles, favoriser la digestion, faire vraiment bouger activer tous les systèmes principaux du corps. Là, vous la voyez au tapis. J'ai oublié de dire en commençant qu'ici, on pratique le yoga adapté sur chaise. Donc la salutation au soleil est adaptée sur la chaise et ce sont exactement les mêmes bienfaits. Mais c'est fait de façon complètement sécuritaire dans le respect du corps et des limitations de chacun. Outil également du yoga, bien sûr, les postures. Parce qu'on fait du yoga sur chaise, mais on fait du yoga également avec l'aide de la chaise. Donc, quand c'est des postures debout, on s'aide de la chaise éventuellement, avec les mains sur la chaise. On va notamment vers les magnifiques postures d'équilibre qui renforcent les muscles stabilisateurs, mais qui donnent surtout beaucoup de confiance. Même chose dans les postures d'équilibre. Souvent, au début, personne ne tient la posture. Puis finalement, au fur et à mesure des classes, chaque personne prend sa place, puis finalement arrive à être bien stable, à être enracinée, équilibrée. Et puis ça donne une sensation de force. Alors, je vais conclure en vous disant que finalement, comme a dit M. Lussier, puis ça, j'y tiens beaucoup, tout le monde peut faire du yoga, quel que soit l'âge et l'état de santé. C'est vraiment pas vous qui devez vous adapter au yoga. C'est le yoga qui va s'adapter à vous, à ce que vous êtes capable de faire, dans les limites de ce que vous pouvez faire. Chaque posture est adaptée justement aux pathologies de chaque personne qui est présente à la clinique de la douleur et aussi ici dans le centre du projet Avantage. Il y a toujours toutes sortes d'adaptations possibles. Je vous remercie.